Voilà. Bon, bonjour à tous, je me présente, je suis le docteur Gaëtan Dugrospré, donc je suis médecin généraliste et acupuncteur. J'ai travaillé aussi beaucoup en XAPA et aussi en clinique privée dans le milieu des addictions, et donc j'ai beaucoup de consultations sur le tabac et sur l'alcool euh, au niveau du cabinet. Et je suis aussi formateur sur l'île de la Réunion, donc voilà. Je remercie évidemment Tam et puis de m'avoir invité, puis l'ensemble des participants d'être venus pour. Ah, je vais essayer de. Là, vous m'entendez mieux? Alors, tac. Alors, on va commencer par refaire un point sur effectivement la relation entre l'alcool, le tabac, puis les cancers. Ensuite, une prise en charge générale en addictologie que j'aimerais revoir un petit peu avec vous pour voir un petit peu la philosophie qu'ont les addictologues quand ils reçoivent un patient victime de l'addiction. Ensuite, on va passer avec l'acupuncture, notamment l'apport de l'acupuncture dans le traitement et l'accompagnement des addictions, puis un petit temps d'échange si vous avez des questions à la fin sera proposé. Alors, l'alcool. Donc, je reviens rapidement sur l'épidémiologie de l'alcool, hein. 8% des cancers attribués à la consommation d'alcool, 11% chez les hommes, 4,5% chez les femmes. C'est surtout la deuxième cause de cancer évitable après le tabac. Et donc 28 000 cancers attribués à l'alcool en France. C'est vraiment un problème de santé publique. Donc, cancérogène avéré pour l'homme, l'alcool évidemment, donc les voies aérodigestives supérieures, l'œsophage, foie, sein chez la femme, colorectal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi une baisse de la consommation, notamment dans les années 60, où vraiment l'alcool était très très présent dans les foyers françaises, avec 26 litres d'alcool pur par habitant de 15 ans et plus. Et là, on est passé en 2021 à 10,5 litres. Ça explique donc en 50 ans la baisse de l'incidence des cancers des voies aérodigestives supérieures et de l'œsophage, et environ 50% des cancers, notamment chez l'homme. Tac. Et en 2021, donc 13% des adultes ont indiqué ne jamais consommer d'alcool. Ça, c'est aussi intéressant. Ça augmente les personnes qui ne consomment jamais d'alcool. 8% consomment quotidiennement et aussi avec une disparité notable entre les sexes. Et une statistique importante aussi, c'est qu'à peu près 5% des Français de 18 à 75 ans avouent avoir enregistré une alcoolisation ponctuelle importante par semaine. En gros, c'est 6 verres, 6 doses d'alcool en une soirée. C'est un petit peu le problème des alcoolisations massives, enfin, c'est les personnes qui arrivent pour boire beaucoup de doses d'alcool en soirée pour tout de suite être au passage à l'ivresse. Et ça, c'est hyper nocif pour le cerveau et notamment les centres de la mémoire. Et donc, effectivement, en France, le vin reste la boisson la plus consommée. Le tabac. 12 millions de fumeurs en France et c'est un enjeu majeur de santé publique. Alors, il y a une forte baisse. Alors, c'est ça qui est rigolo, c'est que quand j'étais jeune interne, le gouvernement a commencé à mettre en place les mesures anti-tabac par augmentation du paquet, en mettant plus de taxes dessus. Et je m'étais dit que ça marcherait jamais. Et force est de constater que maintenant, quand une des premières causes, quand il vient à mon cabinet pour arrêter de fumer, c'est que ça coûte très cher, c'est le prix du paquet. Donc c'était une très bonne mesure. Finalement, j'ai retourné ma veste et dit que c'est une très bonne mesure, l'augmentation du prix du tabac. Ça s'est stabilisé avec le Covid, avec l'isolement qui a augmenté effectivement les problèmes de santé publique, la santé mentale qui était très dégradée avec l'isolement et puis l'épidémie de Covid, hein, qui a été très violent pour les plus fragiles, je parle de santé mentale d'entre nous. Donc il y a eu une stabilisation de la baisse du tabac. Et donc en 2022, plus de 3 personnes sur 10 fument, un quart fume quotidiennement, et près d'un jeune sur 3 déclare avoir consommé du tabac au cours des 30 derniers jours. Mais ça continue à diminuer quand même, hein, par rapport à il y a 5-6 ans. Donc le tabac, effectivement, est responsable de beaucoup, beaucoup de cancers, hein, je les énumère. Cancer du poumon, vessie, sein, col de l'utérus, colorectal, œsophage, rein, larynx et leucémie. Cancer du foie, cavité buccale, fosse nasale et sinus paranasaux, ovaire, pancréas, pharynx, estomac. C'est un cancérigène massue et je rappelle, c'est la première cause de mortalité évitable en France, hein, le tabac. Alors, la dépendance au tabac est liée à une substance qui s'appelle la nicotine, que vous devez bien connaître.
Je vous ai mis un petit schéma pour vous rappeler comment fonctionne un peu la dépendance à la nicotine. C'est-à-dire que vous avez un seuil de besoin de nicotine, c'est au nombre de récepteurs, nicotiniques qu'il y a dans votre cerveau et en fait, en fin de nuit, pardon, en début de journée, évidemment, quand les patients n'ont pas fumé, de la nuit, ils ont un taux de nicotinémie qui est très bas et donc ils vont fumer plusieurs cigarettes pour essayer de remonter au-dessus du seuil de besoin pour être en satisfaction et à chaque fois que le taux de nicotinémie va diminuer en dessous du seuil de besoin, ça va induire l'effet de manque chimique, le manque, ce qui appelle la dépendance physique. Et petit aparté, la dépendance à la nicotine, c'est considéré comme la dépendance la plus forte, c'est-à-dire que c'est plus élevé que que l'héroïne en termes d'accroche. Et la nicotine, paradoxalement, n'est pas une substance dangereuse, c'est-à-dire que ça augmente un tout petit peu la tension, donc un petit peu les risques cardiovasculaires. Ça peut jouer un peu sur la mémoire à long terme, mais c'est ce qui est très dangereux dans l'addiction à la nicotine, c'est évidemment la cigarette, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de la nicotine, les 400 substances cancérigènes et les plus de 4000 substances irritantes, dont je n'ai pas fait le décompte, mais hop. Donc voilà, maintenant on va prendre un petit peu voir un petit peu la prise en charge des addictions et voir un peu comment la philosophie un peu des addictologues. Donc il faut revenir sur la définition de l'addiction parce qu'on est tous enfin, le cerveau fait qu'on est dépendant à certaines substances comme l'eau, la nourriture. C'est-à-dire que quand on a besoin d'eau, on a tout simplement soif et on va boire. Mais c'est pas ce qui définit l'addiction. L'addiction, la définition, elle est en deux parties. Donc c'est l'impossibilité de se passer d'une substance ou d'un comportement, parce que maintenant on introduit les dépendances comportementales. Mais la deuxième partie est très importante, c'est en connaissance des conséquences négatives qu'a cette substance ou ce comportement sur notre santé. Il faut qu'il y ait la notion de conséquences négatives, ce qui n'est pas le cas avec l'eau, sauf l'addiction à l'eau, qui est la potomanie, quand on boit plus de 3-4 litres par eau et qui aussi induit des problèmes rénaux et autres. Donc voilà. Et donc, ce qui est important aussi, je voulais revenir avec vous dessus, c'est que l'addiction, avant, on disait que c'était un vice, un manque de volonté, un problème moral. On a entendu ça pendant l'histoire de l'addictologie. Et en fait, non, c'est une maladie chronique parce que tout simplement qu'avec l'avènement de l'IRM fonctionnel au début des années 2000, on a vu que les addictions il y avait des lésions cérébrales ou tout du moins des modifications au niveau du cerveau qui fait que un soignant ne peut plus parler de manque de volonté, de vice, mais vraiment de maladie chronique. Et on prend en charge ça comme une maladie. Donc l'addiction est une maladie. Exemple, dans l'addiction au tabac, bon, il y a une augmentation des, des récepteurs à nicotine. Dans l'addiction de l'alcool, il y a des modifications au niveau de l'hippocampe du système accumbens, mais il y a aussi des modifications au niveau du cerveau frontal à type GABAergique qui ont été démontrées. Donc on ne peut pas dire que l'addiction c'est un problème moral, c'est vraiment une maladie chronique, comme le diabète avec les lésions au niveau du pancréas, des îlots de Langerhans par exemple, si on veut prendre. Hop. Alors, dans le DSM-4, donc le DSM, c'est en fait la liste, c'est le manuel américain des maladies psychiatriques qui fait la liste des maladies psychiatriques. Le DSM-4, l'addiction, c'était considéré comme était classé en quatre, les patients addicts, pardon, étaient classés en quatre critères. Donc, au début, l'usage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dommage. Le deuxième, c'était l'usage à risque. Que ce soit situationnel, par exemple, on sait qu'on va conduire dans une soirée et on va quand même boire et donc se mettre en danger et notre famille, ou quantitatif, c'est-à-dire on dépasse les seuils de l'OMS, par exemple. Ensuite, on avait l'abus ou l'usage nocif. Ça, c'était la consommation répétée avec des complications, donc des dommages, par exemple un début de cirrhose ou des dommages du trouble de la mémoire pour l'alcool, mais sans qu'il y ait le critère de dépendance. Et on avait la quatrième et à chaque fois avec des soins particuliers. On avait le quatrième critère qui était la dépendance. Et avec la magnifique définition de Pierre Fouquet, l'impossibilité de s'abstenir de consommer. Pierre Fouquet, c'était un petit hommage, c'était le premier, il est considéré comme le père de l'alcoolologie en France. C'était un des premiers fondateurs, des cofondateurs de la Société française d'addictologie. Et pour la petite histoire, parce que je suis un peu cinéphile, je ne sais pas si vous avez vu Un singe en hiver avec Gabin et puis Belmondo. Eh ben, le personnage de Belmondo, son nom de famille, c'est Fouquet. Ils ont fait un hommage dans Un singe en hiver au père de l'alcoolologie. C'est un film sur deux personnes qui sont dépendantes de l'alcool.
Donc voilà pour la notion de dépendance, avec la dépendance physique et la dépendance psychique. Donc ça, c'était l'addiction du DSM-4. Je voulais faire un rappel parce que aujourd'hui, on est passé dans la dictologie moderne à partir de 2013, le DSM-5, qui change un peu la donne et qui introduit la notion de trouble à l'usage. C'est-à-dire que maintenant, on ne va pas dire que quelqu'un est alcoolique, par exemple, on va dire qu'il a un trouble à l'usage de l'alcool. Pourquoi? Parce qu'on vraiment se réfère à l'environnement du patient. On essaie d'induire, et c'est une définition beaucoup plus humaniste. Pardon. Donc on a la première fois donc dans l'histoire de vie de quelqu'un qui va trouver soit un comportement, soit une substance psychoactive. Alors soit donc quelqu'un qui trouve jamais la substance et qui ne consomme pas, il consomme pas, donc non-usage. Il va peut-être, fonctionner, il va trouver la première fois la substance, premier usage d'une SPA, par exemple, il va prendre un joint de cannabis ou un verre d'alcool, ça va vraiment pas lui plaire, il va avoir des effets, «Ah ça va être pas bon», il va arrêter, mais il aura essayé. Et dans toujours l'usage, on a l'usage répété non problématique, c'est-à-dire, pour reprendre l'exemple de l'alcool, quelqu'un qui va boire un verre en soirée, mais qui derrière, va pas conduire, va pas se mettre en danger. Donc, en fonction de l'environnement qu'il a, par exemple, s'il a besoin de conduire, il va dire: «Moi, je ne consomme pas ce soir d'alcool». Là, on reste selon le DSM-5, dans quelque chose qui n'est pas pathologique. Et on arrive dans le pathologique avec des déterminants biopsycho-environnementaux, donc biologiques parce que on n'est pas tous égaux devant la dépendance. Il y a des familles où enfin, c'est génétique, la dépendance, une part de génétique. Psycho, évidemment, psychique, si on a eu des traumatismes dans l'enfance, on peut plus facilement passer dans la dépendance. Et environnementaux, effectivement, c'est notamment si la substance est facilement, trouvable, ou si par exemple une famille où depuis qu'on est enfant on voit les parents qui boivent du vin à table, ben, on va plus facilement pouvoir tomber, avoir un risque de tomber dans l'addiction, dans l'alcoolisme, dans le trouble à l'usage de l'alcool. Euh, et voilà, et aussi, petite parenthèse, ce qui fait la gravité de l'addiction au tabac et à l'alcool, c'est qu'on en trouve partout aussi. Et donc c'est très difficile aussi quand on est addict de pouvoir s'extraire de ce milieu-là. Donc pour revenir à notre diapositive, l'usage, quand ce sont des déterminants biopsycho-environnementaux, on peut arriver sur le trouble à l'usage qui est là et pathologique. Ah, c'est un usage compulsif ne tenant plus compte de l'environnement. Et donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On avait par exemple on a une grande compétition sportive, mais on n'arrive pas à arrêter de fumer. Ou pour l'alcool, ce qui est plus fréquent, je commence à avoir mes azatalates, enfin des prises de sang qui montrent que le foie il commence à souffrir, mais je ne peux pas m'arrêter de boire au moins ma petite bière ou mon petit verre de vin en rentrant le soir du travail. Ça crée des dommages, évidemment. Au bout d'un moment, les patients vont commencer à avoir des tentatives de modification de comportement, c'est-à-dire d'arrêter. Donc, ils pourront, avec de l'aide, enfin, avec des facteurs, pouvoir revenir dans le usage ou le non-usage, qui est un usage, ou continuer ce cycle de trouble de l'usage, qui est le cycle pathologique, avec des rechutes, etc., jusqu'à temps qu'il y ait une issue positive ou négative, évidemment. Donc ça, c'est la nouvelle façon de prendre de voir les addictions. Ce qui nous permet d'avoir trois objectifs en addictologie, cette façon de penser. Donc évidemment, on a la même qu'avant 2013, c'est-à-dire l'arrêt total de la substance, mais ça introduit deux autres objectifs en addictologie, qui est la réduction de la consommation. Donc ça veut dire que il y a un objectif louable en consultation, en suivi d'addictologie peut être, OK, vous n'arrivez pas à arrêter de boire de l'alcool, mais vous arrivez à arrêter d'en boire parfois, c'est-à-dire, vous arrivez à diminuer votre consommation. C'est-à-dire que quelqu'un qui était à une bouteille par jour va essayer de prendre que 2 verres de vin par jour. Ça peut être un objectif à apporter avec le patient, et c'est le patient qui choisit son objectif. Et le troisième objectif qui est assez important, qui est une notion très importante en addictologie moderne, c'est la notion de réduction des risques. C'est-à-dire réduire les rythmes et les dommages. C'est-à-dire que les patients sont toujours addicts à leur substance, mais on essaie de diminuer la dangerosité de cette trouble du comportement de cette substance. Exemple récent avec les cigarettes électroniques. Les cigarettes électroniques, les personnes sont toujours dépendantes à la nicotine, parfois au même dosage. Ils ont toujours besoin de leur dose de nicotine, mais on diminue avec le fait que ce soit de la vapeur d'eau, donc il n'y a plus de monoxyde de carbone, il n'y a plus de combustion, avec le fait qu'il n'y ait plus les 400 substances cancérigènes et les 4000 substances irritantes, on diminue
diminue la dangerosité de l'addiction à la nicotine et ça permet de retrouver une espérance de vie qui est égale à quelqu'un de non-fumeur. Ça, c'est la notion de réduction des risques est très importante dans la dictologie. Elle est apparue dans les années 80 avec l'avènement du sida, quand les héroïnomanes, on a mis en place dans les pharmacies des seringues à usage unique. Ça permettait aux héroïnomanes d'être toujours addicts à l'héroïne, mais de diminuer les risques qu'avait leur addiction. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à, à la cigarette électronique derrière. Voilà, voilà. Tac. Alors l'acupuncture, donc bon, quelque chose de très base. En deux mots, qu'est-ce que l'acupuncture? Donc ça consiste à insérer des fines aiguilles en des points spécifiques du corps pour établir l'énergie. C'est une pratique qui est vieille de plus de 2000 ans. Et en fait, ça repose sur la notion de chi. Et le chi, c'est l'énergie vitale qui circule en chacun de nous et que lorsque le chi est en faiblesse, en excès ou est bloqué, ça crée des maladies. En gros, en piquant à des points précis sur le corps, on débloque, on augmente le chi ou on fait circuler pour que la maladie n'apparaisse pas ou soigner les maladies. Tac. Alors, pour aborder ce que je vais aborder après, je voulais vous parler un peu du Wu Wei, qui est une concept centrale du taoïsme qui a été qui a été promulgué par Lao Tse. Le Wu Wei, en fait, c'est le non-agir ou non-intervention. C'est en gros, c'était mal traduit parce que c'est pas le fait de ne pas agir, c'est le fait de ne pas aller contre la nature et le cours des événements. En fait, laisser ce qui doit arriver arriver et puis agir au bon moment de façon intelligente. Exemple, dans la vie personnelle, ne pas s'acharner à tout contrôler, ou dans la vie professionnelle, un bon manager qui est capable de laisser les gens travailler et d'intervenir que si on a besoin de lui, et comme ça crée une équipe qui est intelligente et autonome. Euh, et je voulais dire quelque chose, mais ça, je l'ai perdu. C'est souvent comparé à l'eau, car que l'eau ne force rien, elle s'écoule doucement, elle contourne les obstacles au lieu de les briser, et pourtant, à long terme, elle use la pierre. Et ah oui, c'est voilà, j'ai retrouvé. Ça vient aussi de la notion que l'être humain est forcément bon et en fait, en le laissant travailler, en mettant le moins de contraintes possible, il va forcément aller vers le bien enfin, et quand il va aller vers le mal, il va se prendre un mur et puis il va toujours essayer d'améliorer les choses. Et je vous ai mis aussi une citation de Lao Tse dans son livre, le livre de la voie et de la vertu, qui est considéré comme le livre fondateur du taoïsme, qui est le sage pratique le non-agir et pourtant rien ne lui échappe. J'aime beaucoup cette citation. Et donc tout ça pour dire que arriver à l'acupuncture et l'arrêt du tabac. Alors, donc il y a plusieurs études qui ont évalué l'acupuncture dans le sevrage tabagique et les résultats sont un peu partagés. Donc il y a quelques études qui montrent une amélioration de tous les symptômes de sevrage, anxiété, irritabilité, envie de fumer, mais d'autres qui ne trouvent pas de différence significative. Et en gros, on essaye, enfin, les méta-analyses concluent qu'il n'y a pas assez de preuves solides pour dire que l'acupuncture est vraiment efficace à long terme. Donc, il faudrait pouvoir faire plus d'études pour montrer. Pour l'alcool, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on a une amélioration du confort psychologique et du sommeil pendant le sevrage, mais pas de. euh, donc, l'acupuncture peut être un bon complément, mais pas un traitement de fond. Et tout ça pour arriver à cette diapo-là. En fait, dans la prise en charge de l'addiction à l'acupuncture, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que quand les gens viennent me demander d'arrêter de fumer en acupuncture et de faire un traitement acupunctural, je leur explique, et notamment avec toutes les notions que j'ai essayé de vous transmettre juste avant, que en fait, vous avez le libre arbitre et que l'acupuncture ne peut pas aller contre le libre arbitre. Donc, on va pouvoir les accompagner en acupuncture pour traiter le stress, l'angoisse, renforcer la volonté, vraiment les accompagner au mieux, mais que le travail à faire, qui est travailler par exemple sur les déterminants psychologiques qui ont amené l'addiction ou travailler sur les facteurs environnementaux, c'est à eux aussi de travailler. En fait, c'est vraiment l'acupuncture, c'est vraiment une médecine d'accompagnement. Et donc, c'est très, très utile dans l'accompagnement des addictions, mais ça ne fait pas de miracle. On ne peut pas arriver avec une séance d'acupuncture. Enfin, moi, j'y arrive pas, que les gens arrêtent de fumer. Par contre,
c'est pour mon expérience. Comme je suis médecin généraliste, j'ai la chance de faire des consultations de tabacologie, par exemple pour le tabac, de suivre les gens toutes les semaines en proposant différentes choses, les patchs, les cigarettes électroniques. Enfin, on avance, on fait aussi un peu de psycho. Enfin, je les amène voir des psychologues pour les aider. Et à côté, effectivement, je leur propose des séances d'acupuncture pour renforcer la volonté, permettre de traiter l'anxiété et puis parfois de détoxifier aussi le foie quand ils ont des problèmes d'alcool ou les poumons quand ils ont des problèmes de tabac. Donc après, j'ai mis un petit peu de formule, entre guillemets, pour montrer des exemples de poncture, par exemple pour l'anxiété. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait le yin tang, le troisième œil, qui est le point qui se trouve ici, qui permet d'apaiser le mental. Moi, je dis toujours que ça débranche le cerveau. On a le cœur 7 qui se trouve au niveau du pli, là, qui tonifie le cœur et qui permet d'augmenter le chêne, qui est un peu l'esprit humain, et donc de diminuer l'anxiété, avec son maître du cœur 6 qui se trouve ici et qui permet d'accompagner ce cœur pour permettre de calmer ce qu'on appelle le chêne, donc la façon de voir la vie et donc l'anxiété quand il est dans tous les sens. Sommeil paisible, et c'est un point méridien derrière l'oreille qui permet d'améliorer effectivement parce que les troubles du sommeil, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrêtent de fumer et qui arrêtent de boire, qui ont des troubles du sommeil. Le Sanxi Jiao, qui permet ici au niveau de la cheville, un peu plus au-dessus, qui permet d'harmoniser les émotions. Et le Tai Chang, x3 au niveau de Tsun, derrière le gros orteil, qui là draine les tensions, notamment quand il y a de la colère et de la frustration. Donc ça, c'est un exemple pour l'anxiété. Ensuite, j'ai fait un exemple pour la détoxification du foie, avec toujours le foie 3 qui est le point rate du méridien du foie et qui permet de nourrir le foie et donc de réduire la colère, les frustrations. Le Renmai 12 qui est situé sur l'abdomen au même niveau que le foie, qui harmonise le foie et l'estomac, c'est le point mou de l'estomac en plus, traite les digestions. Et après, les deux derniers points, Ganshu et Shimen, c'est le point chou et le point mou. On dit toujours qu'on peut traiter sur la face antérieure le point yin, donc un point des organes qui s'est situé donc au niveau du foie. Le foie 14, il est vraiment au niveau du foie, donc des deux côtés, mais à droite. Et sur le méridien de la vessie, le vessie 18, qui permet ensuite de détoxifier le foie et d'augmenter surtout cette énergie du foie qui va se détoxifier tout seul. Pour le poumon, bah pareil, on a linké la ligne brisée ici au niveau P7 qui va débloquer la respiration et permettre, c'est le point le haut, donc qui va permettre de débloquer, de faire partir tout ce qui est un petit peu pervers dans les poumons. On a le point feu en dispersion du poumon qui permet d'enlever, parce que le tabagisme, c'est on met du feu dans les poumons, donc ça va permettre d'enlever ce feu des poumons. On a, comme tout à l'heure, avec le foie, le point P1 et le point VC13, qui sont le point mou des poumons qui permettent à l'organe et de s'améliorer, de se détoxifier. Et P3, qui se trouve, alors là, il y a une coquille, c'est la face externe du bras, qui permettent, c'est plus un point émotionnel pour tout ce qui est tristesse du poumon, d'améliorer, d'aider les gens à s'améliorer là-dessus. Pour la volonté, la volonté, c'est le rein, le foie, le rein, le cœur et la vésicule biliaire en médecine chinoise, si on veut résumer. Donc on avait 23 qui est le point d'augmentation de l'énergie du rein, qui se trouve aussi sur le méridien de la vessie derrière où il y a tous les organes. On a le point estomac 36 qui est renforcement de l'énergie globale, l'endurance et donc la volonté. Le Renmai 6, pareil, centre de l'énergie vitale, qui augmente donc l'envie d'améliorer cette volonté et cette envie de fumer. Le rein 1 qui se trouve vraiment sous le pied, qui permet de s'ancrer et donc de suivre ce qu'on veut vraiment faire et de ne pas se laisser distraire par d'autres distractions. Vessie 15, c'est le point, ça tonifie le cœur et l'esprit, c'est le point chou du cœur. Et le x3, toujours pour la colère et les frustrations, pour permettre aux gens de déstresser et puis d'augmenter, d'améliorer leur volonté. Donc voilà un petit peu pour ma présentation. Est-ce que vous avez des questions ou des choses sur l'acupuncture ou c'est la prise en charge? Ah, une question? Des questions de points d'acupuncture, évidemment. Ah non, pas de un addicto. Voilà. Donc moi, je travaille pas mal en addictologie. Et en fait,
Le souci qu'on a, c'est vraiment le fait d'amener le patient à vouloir aller consulter un addictologue. Parce que, en fait, à la fin de la consultation, que ce soit par exemple quand ils ont un cancer du foie, etc., en fait, ils ressortent avec un genre de fascicule qui leur donne accès à un addictologue. Donc, on a un humain, unité mobile addictologie, mais il faut quand même une volonté de patient. Donc, vous êtes en cabinet privé, donc déjà, les patients viennent de eux-mêmes. On est d'accord, c'est déjà une volonté. Et je pense que le premier processus qui va vers la guérison, c'est déjà de choisir le fait de se dire, bon, mais j'ai un problème, admettre qu'on a un problème, parce qu'on a beaucoup de patients qui ne l'admettent pas. Parce que beaucoup de patients pensent que, ne serait-ce que boire de la bière, parce qu'ici, c'est beaucoup de la bière, n'est pas de l'alcool. Eux, ils pensent que l'alcool, c'est le whisky, c'est la vodka. C'est l'alcool. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très culturel. Alors oui, il y a toujours le respect du libre arbitre. Alors j'ai hésité à vous mettre une diapo sur le cycle de Prochaska et de Di Clemente que j'aime beaucoup, mais j'aurais pris 10 minutes de plus de présentation. Justement, sur le fait, dans ce cycle-là, en fait, c'est des psychologues qui ont fait sur l'arrêt du tabac. Ils ont étudié pas mal de personnes qui ont arrêté le tabac et ils ont essayé de classer là où ils en étaient dans leur arrêt du tabac. Et en fait, on a vu que ce cycle-là pouvait être extrapolé à toutes les addictions. Et effectivement, le début du cycle, c'est la préconscience, c'est l'état du où, pour le patient, il n'y a pas de problème. Et ce qu'on apprend aux étudiants de bien faire ce diagnostic-là, quand il n'y a pas de problème, il ne faut pas créer un problème. C'est-à-dire que c'est un peu dans leur esprit, dans leur conscience. Alors c'est fou parce que vous disiez que quelqu'un qui a un cancer du foie, qui boit beaucoup d'alcool, vous, en tant que soignant, vous dites, mais non, mais il y a un lien en fait, il y a quelque chose. Pour eux, par exemple, c'est possible, psychologiquement, ils peuvent se dire, c'est un peu comme si vous étiez cinéphile, on vous interdit d'aller au cinéma, ou si vous adoriez faire du sport et je vous interdis de faire du sport, vous n'allez pas comprendre, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il dit, moi j'adore. Et en fait, donc là, il y a des moyens psychologiques, c'est-à-dire de faire c'est ce qu'on appelle, ça m'échappe, l'entretien motivationnel, qui sont donc c'est quelque chose qui s'apprend. Alors c'est pas un DU, mais c'est un enseignement à côté qui est assez long. Où en fait il faut discuter avec le patient. Donc donc on discute dans la conversation, par exemple. Ah là là, je viens d'être opéré d'un cancer du foie, c'est pas facile, blablabla. Et plus tard dans la conversation, il va dire puis moi je bois 2 bouteilles de vin par jour. Et là, le seul truc qu'on peut faire pour pas créer de problème, parce que pour lui il n'y a pas de problème, c'est de mettre les deux affirmations avec une conjonction de coordination, c'est-à-dire, vous m'aviez dit avant que vous aviez été opéré d'un cancer du sein, et vous me dites que vous buvez 2 bouteilles de vin par jour. Et juste laisser la personne, alors soit ça va faire jusqu'à temps que ça fasse un truc dans son esprit, mais on peut pas aller de créer un problème parce que là, vous avez créé vraiment des résistances. Et c'est ça qui est très difficile. Donc ça s'apprend à l'entretien motivationnel. C'est pas un DU, pardon, mais c'est vraiment c'est un diplôme en plus, en fait. Je crois qu'il y a 20 heures de formation. Là, je vous résume en 2 minutes, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais effectivement, c'est ça qui est difficile. C'est que nous, en tant que soignants, on a envie qu'ils aillent voir des addictologues. Enfin, on voit le problème. Mais pour quelqu'un qui est dedans, il voit pas le problème. Ouais, ouais. Il manque cet entretien motivationnel pour. Bien sûr. Donc tu avais une question, Eric? Oui, j'ai une question sur la part de la dépendance physique, psychique ou psychique du tabac et de l'alcool. Sur l'alcool, j'ai aucun doute sur l'importance de la dépendance physique. J'en ai un peu plus sur le tabac par rapport à la dépendance psychologique. J'en veux pour preuve l'expérience suivante. Un alcoolique, on ne le met pas dans l'avion, un tabagique, on le met dans l'avion. L'alcoolique, il ne va pas supporter le sevrage sur un long voyage en avion. Alors que le tabagique, souvent, il va se conditionner et que le voyage dure 2 heures, 5 heures ou 10 heures. C'est dans les 30 dernières minutes qu'il va se dire « Oh là là, dans 30 minutes, je vais pouvoir fumer ». Donc, c'est une question que j'ai depuis très longtemps sur la dépendance physique au tabac, la part relative physique-psychique. Toujours, moi, de mon expérience, l'expérience montre que la dépendance psychique est plus importante que la dépendance physique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, j'en pense que, alors déjà, c'était rigolo parce que moi qui viens de La Réunion, qui fait 10 heures d'avion ce matin, il y a 15 ans, on pouvait fumer dans l'avion, donc il y avait des espaces fumeurs, et du coup, comme c'est pas un petit espace clos, les gens, enfin, tout le monde était intoxiqué. Alors, le truc, c'est que quand on est addict à la nicotine et qu'on a un syndrome de manque, on va commencer à avoir une espèce d'irritabilité et tout, mais ça, c'est gérable, alors que l'addict à l'alcool, ça va être des syndromes un peu plus des tremblements, des choses comme ça, qui vont l'obliger, entre guillemets, lui faire un peu plus penser à l'alcool que le patient tabagique. Effectivement, donc il y a 3 dépendances. Il y a il y a la dépendance physique, psychique et comportementale. La physique, donc c'est vraiment sur la molécule elle-même. C'est difficile parce que le temps du voyage en avion, c'est vraiment 10 heures, par exemple. Je suis pas sûr que si ça dure plus longtemps, il y aurait, enfin, ça serait faisable pour les. Parce que quelqu'un qui a un trouble à l'usage de l'alcool, effectivement, déjà, c'est dangereux d'arrêter l'alcool. Ça fait partie des substances avec les benzos que, à l'arrêt, on peut mourir d'un délirium tremens. Alors que donc si vraiment vous faites un long, par exemple 24 heures, 2 jours, 3 jours, sans pouvoir accéder aux substances, c'est vrai que le tabagique, je pense que ça va être aussi dur l'un pour l'autre. Peut-être plus dur pour le tabagique parce qu'en termes d'accrochage, le tabac, voilà. En fait, le problème, c'est que l'alcool est disponible peut-être dans l'avion aussi. Et du coup, quelqu'un qui va avoir un problème avec l'alcool, il va pouvoir prendre sa petite dose sans aller évidemment se modérer pendant le voyage. Alors que le tabac, c'est vraiment interdit parce que il y a les problèmes les lois pour l'anti-tabac. Puis maintenant, il y a des détecteurs aussi même dans les toilettes. Donc, la réponse à votre question est aussi peut-être que dans l'avion où il y a l'alcool est disponible. Et donc, du coup, parce que si on prend vraiment je sais pas, on imagine que allez, pendant une journée, les 2 substances ne sont pas disponibles, le patient dépendant à l'alcool, ils peuvent arrêter, hein, ils vont y penser, mais ils peuvent arrêter un jour ou 2, vraiment, hein. Quand c'est vraiment pas disponible, hein, ils peuvent pas aller en chercher tout ça, mais ils vont commencer à avoir vraiment des tremblements ou pire, un délirium tremens, ça veut dire que ils peuvent en mourir. En quel cas, en tabac, va être irritable tout ça, mais ça va passer. Je pense que c'est la réponse à la question, c'est vraiment que dans l'avion ou tout ça, l'alcool est disponible en fait finalement. Et quelqu'un qui a vraiment un problème à l'alcool, qui est toujours avec des hauts risques, en fait, il n'est pas tout le temps à haut niveau d'alcoolémie dans le sang. C'est-à-dire qu'au début de sa journée, il va juste commencer à boire pour être au-dessus du seuil de besoin. Et c'est au fur et à mesure de la soirée où il va un peu se relâcher, il va s'augmenter ses doses. Et là, on va s'apercevoir, parce que il y a un phénomène de tolérance, et quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool, quand il va prendre 2-3 verres le matin, on peut discuter avec nous, on va pas apercevoir qu'il a bu 2-3 verres en fait avec ce phénomène de tolérance. Contrairement à moi qui bois pas d'alcool, si je bois un verre, on va le voir tout de suite. Et je pense que la réponse, c'est vraiment que dans l'avion ou l'alcool est autorisé et donc ils vont avoir cette petite dose, je pense. Enfin, c'est pas facile à répondre comme question comme ça.